Les choses n'ont pas toujours été aussi terribles qu'aujourd'hui. Pas plus tard qu'en 2018 ans, ma vie allait très bien. Il économisait depuis près de 10 ans pour acheter sa propre terre. Cet automne-là, un gars au travail a mentionné qu'il y avait un terrain à vendre près de sa maison. Il m'a emmené là, bas, pour jeter un coup d'œil. C'était magnifique, tout ce dont j'avais rêvé, et aussi une bonne affaire, si bon marché que cela me semblait suspect. Je lui ai demandé la raison, et il a déclaré qu'il n'était pas sûr. Cependant, l'histoire que j'avais entendue était que les propriétaires précédents avaient une urgence familiale et avaient déménagé vers l'Est. J'étais toujours inquiet de ne pas avoir toute l'histoire, alors j'ai rencontré l'agent qui la vendait. Il m'a dit que toutes les histoires qui circulaient étaient absurdes, que la vérité était qu'il ne pouvait pas effectuer les paiements, purement et simplement. La banque l'a saisi et l'a vendu aux enchères. C'est ainsi qu'il s'est impliqué. Il l'a eu pour un bon prix et voulait juste récupérer son investissement. Cela m'a semblé juste. Nous nous sommes mis d'accord sur le prix et avons mis les roues en mouvement. À la fin du mois, j'amenai ma caravane dans ma nouvelle maison. J'ajouterai un peu de temps à mes déplacements, mais je n'avais pas l'intention de conserver ce travail une fois le printemps arrivé. Le terrain couvrait 80 acres, dont un quart a été aménagé. Quelques hectares de belles forêts surplombèrent la route. Ce n'est que lorsque j'ai tourné sur le chemin et que je l'ai suivi sur une centaine de mètres que le paysage s'est ouvert, au moins 1,5 km dans chaque direction. Si vous continuiez à descendre la colline, un immense étang apparaissait. Heureusement pour moi, il n'avait été stocké que 5 ans plus tôt. C'est là que j'ai garé le camping-car. Ce serait ma maison pour les prochaines années. Entre le travail et la météo, j'ai commencé à reconstruire un hangar à l'ouest de l'étang. Quand il en avait envie, le gars du travail m'aidait. La plupart des équipements lourds que nous avons utilisés lui appartenaient. Ce premier hiver fut calme. Il passa aussi trop vite. Pour mon anniversaire, en mars, nous terminions la remise, juste à temps pour que je commence le jardin. J'ai grandi en banlieue, mais une chose que je savais concernait les jardins. Notre maison était sur un terrain d'angle, donc elle était plus grande que les autres dans cette rue. Chaque printemps, mon père labourait un quart de la cour arrière et plantait une grande variété de légumes. Il avait grandi à la campagne, sans oublier qu'il avait été incroyablement pauvre. Plusieurs fois, leur jardin était la seule chose qui les maintenait en vie. Son père lui avait appris, et à son tour, il m'a appris. Nous ne nous entendions pas la plupart du temps, mais nous partagions un amour pour les armes à feu et pour la culture de la nourriture. Dès qu'il était sec, j'ai emprunté le vieux tracteur Ford du voisin et je me suis mis au travail. Au sommet de la colline, j'ai marqué une zone d'environ 25 mètres sur 25 mètres. J'ai passé les 4 jours suivants à retourner le sol et à ajouter des suppléments organiques et des engrais. J'ai réussi à planter mes pommes de terre avant qu'une autre tempête ne frappe. La semaine suivante, il a plu comme le déluge de Noé. Je ne pouvais pas planter pendant au moins une semaine de plus, alors j'en ai profité pour vérifier le coin nord-ouest de la propriété. Je ne l'avais vu que brièvement à l'automne. C'était un peu difficile à atteindre et était en mauvais état. Le chemin du retour était primitif, avec très peu d'entretien. Tout gravier qui était là avait été emporté il y a longtemps. La propriété au nord était marécageuse et personne n'y vivait depuis 10 ans ou plus. De mon côté de la clôture, il y avait une zone boisée d'environ 6 ou 7 acres. Je pense qu'il avait été abattu à un moment donné, la plupart des arbres n'avaient pas l'air d'avoir plus de 20 ans. Le résultat fut un enchevêtrement dense de tous les terribles arbres disponibles dans cette partie du Texas. C'est pourquoi j'ai été intrigué par toutes les empreintes de VTT au sol. Ma porte était un peu plus de 4 longueurs de barbelés enroulées autour d'un poteau de clôture. Il n'y avait aucune excuse pour quelque chose de mieux. Pour autant que je sache, quelqu'un entrait et sortait de cette porte avec des VTT et à pied, et récemment. J'ai supposé que c'étaient des braconniers. J'ai suivi les traces parmi les arbres, espérant trouver un tas d'entrailles, mais au lieu de cela, elles se sont retrouvées dans un mur de cèdre géant. Je me suis arrêté et je me suis gratté la tête pendant une seconde. Cela ne semblait pas correct, pensais-je. Sans une meilleure idée, je me suis frayé un chemin à travers eux et suis sorti dans une immense clairière, à une centaine de mètres ou plus autour. Cela avait clairement été fait par des gens, ce qui expliquait les empreintes de pas. Il fallait l'entretenir, mais pourquoi ? J'avais quelques idées, mais aucun indice pointant dans une direction spécifique. Une visite en Amazonie, et 2 jours plus tard, j'avais 4 caméras de chasse à ma porte. Je les ai placées discrètement autour de la zone et j'ai continué mon travail habituel. Le jardin était déjà assez sec pour la plantation.
Ma semaine a été tellement occupée à planter tous mes légumes préférés que j'ai presque oublié les appareils photo. J'ai conduit rapidement et changé les cartes mémoire. Il y avait des empreintes fraîches partout. J'ai téléchargé les photos, il y avait des hommes qui nettoyèrent la zone, et la guerre des arbres, etc. Mais aucune indication claire de ce qu'ils prévoyaient. Du côté positif, il y avait aussi une photo d'un beau cerf à 10 pointes. Maintenant, je savais comment je passerais mon mois de novembre. Je devais juste attendre et voir ce que mes visiteurs prévoyaient. Une autre semaine passa, je ne pouvais plus attendre. Juste ces 5 jours, et les choses avaient beaucoup changé. Cependant, il semblait qu'une armée était passée par là. Quand je suis passé à travers les cèdres, ma mâchoire est tombée au sol. Ils avaient apporté des charges de matériel d'irrigation et d'engrais chimiques. Ils avaient répandu tellement d'engrais que la forêt puait le plus. J'ai suivi les lignes d'irrigation à travers un trou dans la clôture, à une 50aine de mètres devant. Ils menaient à une piscine alimentée par une source. J'avais déjà lu des choses comme ça auparavant. Il semblait que mes amis se préparaient à planter de la marijuana sur mes terres, et beaucoup. Les photos l'ont presque confirmé. J'ai envisagé d'aller voir le shérif tout de suite, mais j'y ai réfléchi à 2 fois. Je me suis dit qu'ils ne pouvaient pas les obtenir pour autre chose que par effraction. Je devrais attendre d'avoir des photos d'eux en train de planter pour être pris au sérieux. Une marmite gardée ne bout jamais, comme on dit, alors j'ai essayé de me concentrer sur des questions plus urgentes en attendant. Entre la plantation de l'herbe, l'entretien du jardin et d'autres choses, je me suis occupé. Ce vendredi soir, là, j'étais en route pour vérifier les caméras et j'ai failli croiser les producteurs de front. Au lieu d'être prudent, j'essayais de le battre au crépuscule. J'étais à environ un virage d'un demi-mile de la porte et j'ai vu une camionnette sortir. J'ai appuyé sur les freins et j'ai reculé aussi vite que possible. Je n'étais pas sûr qu'ils m'aient revu, alors j'ai reculé dans les arbres et je suis sorti, regardant avec mes jumelles. J'ai attendu de voir ce qu'ils allaient faire. Ils ont dû me manquer. Un gaz a fermé la porte et est monté dans le van. Ils ont roulé dans la direction opposée et ont disparu de la vue. Il faisait trop sombre, alors je suis retourné à la caravane. Comme j'étais presque sûr qu'ils ne venaient pas le week-end, je suis revenu le lendemain matin. J'ai pris quelques caméras supplémentaires à placer à l'intérieur de la zone de culture. Beaucoup de travail avait été fait pendant la semaine. Des centaines de plants avaient été plantés et le système d'irrigation installé. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer la manière ordonnée dont ils avaient fait leur travail, même si leur utilisation d'engrais chimiques était un péché impardonnable dans mon livre. J'ai caché les caméras du mieux que j'ai pu et changé les autres cartes. Il avait maintenant toutes les preuves dont il avait besoin pour aller voir le shérif. Le lundi matin, je me suis dirigé vers le village. Après avoir demandé à voir le shérif à propos d'une affaire importante, il m'a invité dans son bureau. J'ai essayé de lui expliquer ma situation aussi clairement que possible. Son sourire m'a confondu. J'ai des preuves, beaucoup de photos d'eux préparant le sol et plantant la récolte. Ils sont tous sur ces clés USB. Je ne m'attendais pas à sa réponse, pas dans 1 million d'années. « Fils, nous sommes déjà au courant de cette opération. Il fonctionne depuis près de 5 ans. » C'était la première fois que quelqu'un indiquait qu'il savait quoi que ce soit sur ce qui se passait. L'entendre dire cela, et d'une manière aussi nonchalante, m'a laissé perplexe. Au début, j'ai pensé qu'il m'avait peut-être pris pour quelqu'un d'autre. Ah, je pense qu'il mélange peut-être des propriétés. Cet endroit est complètement caché dans la forêt, où personne n'est allé depuis longtemps. Il n'a probablement pas plus de 2 ans. Je doute que les propriétaires précédents savaient ce qui se passait. Je sais, ils n'ont pas tenu jusqu'à 1 an. Son sourire grandit un peu. Je commençais à voir le flash de ses dents. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont bougé si vite, jeune homme ? Ils le savaient parfaitement. En fait, la raison pour laquelle nous l'avons trouvé, c'est qu'ils sont tombés dessus et ont couru vers nous pour obtenir de l'aide. Nous étions prêts à entrer et à l'enfermer, mais avant que nous puissions, les propriétaires stupides ont été surpris en train de les espionner et on leur a dit de garder la bouche fermée sinon. Le raid était dans 2 jours quand j'ai reçu un appel de leur part, disant qu'ils n'allaient pas témoigner. Peu de temps après, ils ont décollé en laissant la place aux cultivateurs. Au moment où j'ai reçu l'ordre d'entrer seul, ils avaient récolté la récolte et étaient repartis. J'espérais qu'ils quitteraient la région, mais il semble qu'ils soient là pour rester. Que pourrais-je répondre à ça ? J'avais tellement écouté ces dernières minutes que j'ai cru que ma tête allait exploser. Une sensation de nausée a commencé à apparaître dans mon estomac. Il semblait que j'étais dans le pétrin et l'idée que tout le monde m'avait menti à propos de cet endroit me mettait en colère. Cependant, la peur était un sentiment beaucoup plus fort à cette époque. Je lui ai dit que j'allais avoir besoin de temps pour y réfléchir. De toute façon,
je lui ai remis les mémoires. En sortant, il m'a remercié et m'a donné un dernier conseil. Jeune homme, ces gens ont beaucoup de méchants sur leur liste de paix. Personne ne pensera moins à vous si vous reculez et vous enfuyez. Je n'étais pas sûr de ce que j'espérais accomplir en me disant cela. Au début, j'ai pensé, si quelqu'un comme le shérif a peur de ces gens, je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Ce ne serait que ce vendredi qu'il comprendrait son objectif. Je me suis arrêté au même endroit qu'avant, regardant ces idiots entrer et sortir de ma porte, parlant et plaisantant comme si c'était leur propriété, comme s'ils avaient le droit d'être là. Puis l'un des hommes a fumé une cigarette et l'a jetée par terre, et c'était la dernière goutte. N'importe qui au Texas sait que la pluie peut être une ressource rare pendant les périodes les plus chaudes de l'année, si rare que nous avons souvent des incendies de forêt incontrôlables sur une base régulière. Voir ces salauds jeter des cigarettes allumées sans réfléchir m'a fait bouillir le sang. Par Dieu, c'était ma terre. J'allais tout faire pour en sortir ces intrus, même si cela me coûtait la vie. C'est le moment où ces mots ont cliqué dans mon cerveau. Psychologie inversée, hein? Eh bien, quoi qu'il en coûte. Cette nuit, là, j'ai informé le shérif que j'étais à bord. Il m'a félicité et m'a dit de rester près du téléphone. Samedi matin, je suis retourné retirer les caméras. Le shérif avait dit que nous avions déjà suffisamment de preuves pour avancer. La récolte poussait vite. Je l'ai parcourue, m'arrêtant de temps en temps pour admirer les plantes saines, et c'était vraiment dommage. Dans un autre monde, j'aurais peut-être cultivé du chanvre comme mes ancêtres l'ont fait en Virginie. Ce n'était pas exactement la même chose, mais vous comprenez ma dérive. Cependant, en raison de nos lois sur les drogues, c'est presque impossible maintenant. C'est drôle comme la vie fonctionne parfois. Désolé pour ma petite diatribe politique. Pour en revenir au sujet en question, j'ai reçu un appel du shérif quelques semaines plus tard. C'était un mardi soir et je voulais me préparer. Sa surveillance était terminée et les ordres étaient en ordre. Le lendemain matin, juste après 9 heures, ses adjoints et une équipe de la DEA ont fait une descente dans l'opération. Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Je réparais la clôture quand j'ai reçu l'appel. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tout était fini et je me rendrais vite compte que c'était la partie la plus facile. Le plus dur serait de survivre jusqu'au procès. Ce matin-là, le shérif m'a dit que je serais peut-être plus en sécurité ailleurs, au moins jusqu'à ce que le procès arrive. Il n'avait pas le personnel pour me protéger et je l'ai remercié pour la considération. Mais c'était ma maison et j'avais prévu de mourir ici. Je regrette le choix de mes mots maintenant. J'ai failli y mourir beaucoup plus tôt que prévu. Je n'avais pas été complètement négligent en CE qui concerne ma protection. J'ai gardé mon AR près de mon lit et mon MNP de calibre 40 sur ma hanche chaque fois que j'étais à l'extérieur. Cela faisait quelques semaines depuis le raid et tout était calme à la ferme. Un après-midi chaud, j'étais dans le hangar en train de construire un établi. J'écoutais un livre audio à l'époque. À part le chant palpitant des cigales, je n'ai rien entendu. Sorti de nulle part, chaos complet. Ça ressemblait à une de ces fusillades à la mitrailleuse qu'ils ont dans le Kentucky. Contre mon instinct, j'ai couru par la porte et jeté un coup d'œil au coin de la rue. Le crépuscule était éclairé par 5 fusils ou plus déchargeant tour après tour dans ma remorque. Je voulais leur crier des malédictions, ma maison était saccagée et je ne pouvais rien faire. La volée a continué pendant encore 1 minute jusqu'à ce que tout se taise et que les tireurs disparaissent dans la forêt. Je n'osais pas marcher dans l'éblouissement des débris brûlants. Mes réservoirs de propane ont explosé à un moment donné, transformant le VR en feu de joie. Au moment où les camions de pompiers et le shérif sont arrivés, il était presque éteint. Heureusement, ma camionnette était garée dans le hangar. Sinon, j'aurais peut-être fini comme la caravane. Je ne sais pas s'ils essayaient de me tuer ou simplement d'envoyer un message, mais je savais que ma vie était en danger tant que je restais dans la région. Quand le soleil s'est levé ce matin-là, j'ai attrapé quelques paniers et les ai remplis de tous les produits frais que je pouvais. Je les ai chargés avec 2 seaux de pommes de terre de 5 gallons dans le lit de mon camion et je suis parti. J'ai suivi l'autoroute vers le nord et j'ai roulé jusqu'au crépuscule. Un motel bon marché avec quelques postes vacants. Je me suis inscrit et j'en ai fait ma maison. Je suis resté 1 semaine ou 2, puis j'ai déménagé. C'est ma vie depuis août 2019. 1 ou 2 fois par mois, j'appelle le shérif. Il me donne des nouvelles de l'affaire et je lui fais savoir que je suis toujours en vie. Les roues de la justice avancent lentement ces jours-ci. C'était des mois avant même que nous ayons une date de procès. Quand il a finalement été annoncé, j'avais un peu d'espoir, un objectif à atteindre. Nous étions dans 3 mois quand tout ce gâchis de grippe a commencé.
J'espérais que ce serait résolu rapidement, mais on dirait que ça va durer éternellement. À ce stade, j'imagine que tout le monde qui lit ceci est conscient que les tribunaux sont fermés dans tout le pays. Dans l'état actuel des choses, Dieu seul sait quand elles reprendront. Chaque jour qui passe, mes détracteurs se rapprochent un peu plus de moi. Je n'ai aucune garantie qu'ils me cherchent vraiment, mais je pense qu'il est prudent de vivre comme s'il l'était. Je sais que chaque fois que je vois une voiture avec des plaques d'immatriculation du Texas, je deviens un peu nerveux. Il ne se passe pas une nuit sans que je pense à mon paradis méridional. Je me demande s'il est envahi par un troupeau de cochons sauvages ou si un braconnier a tué ce grand et merveilleux cerf. C'est génial de fantasmer, mais pour l'instant mon objectif est juste de survivre assez longtemps pour témoigner. Même dans ce cas, rien ne garantit qu'il pourra rentrer chez lui. On peut tous avoir un rêve, non ? Je demande juste une faveur. Si vous êtes une personne religieuse, veuillez m'inclure dans vos prières. Si vous ne l'êtes pas, gardez-moi dans vos pensées. Peut-être qu'ensemble, cela suffira à m'aider, et peut-être qu'un jour je pourrai revoir ma maison. C'est arrivé en Oregon, près de chez moi. Un ami de l'école avait un anniversaire à venir. Il a invité un groupe de 5 d'entre nous à camper dans son ranch familial pour le week-end. C'était un gars plutôt sympa, et je venais d'avoir un K98 que j'avais hâte de tirer. Le ranch est grand, environ 500 acres, peut-être plus. Quand je suis arrivé, l'hôte m'a annoncé que nous allions camper à environ 8 km de là. L'endroit était au bord d'une rivière et nous avons pris nos affaires dans la boîte d'une vieille camionnette de travail et sommes allés sur le site. 4 d'entre nous avaient apporté de petites tentes pour 2 personnes. Nous les avons installées autour du feu de camp. L'un des garçons, Damien, a dit que les tentes étaient pour les faibles, qu'il allait dormir à la belle étoile comme un vrai cow-boy. L'un des autres gars a rapidement fait remarquer qu'il était un garçon de la ville de 17 ans, puis l'a traité d'idiot, et nous avons tous ri. Je ne pense pas que Damien n'avait campé avant. Il resta silencieux le reste de l'après-midi. Le coucher de soleil est arrivé plus vite que prévu. Au lieu de préparer notre dîner après l'installation du camp, nous avons décidé de tirer. J'ai juste mis une boîte de piment sur le feu et je me suis détendu. Quelques gars ont dû cuisiner leur bacon et d'autres trucs avec des lampes de poche. Après avoir brûlé leur nourriture, ils ont partagé un Slim Jim et sont allés dans leur tente. J'ai fait de même environ 1 heure plus tard, laissant Damien profiter de sa nuit à la belle étoile. J'ai réussi à m'endormir facilement pour être réveillé vers 3 heures du matin par Damien. Il avait commencé à pleuvoir et il voulait sortir de l'eau. Si ça n'avait pas été aussi drôle, j'aurais peut-être été en colère. Au revoir au vrai cow-boy. Juste après 7 heures, je me suis levé, j'ai dépassé Damien et je suis sorti manger. L'hôte, Pablo, était déjà réveillé. J'avais allumé le feu et je faisais cuire des œufs. Je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et j'ai retiré la bouilloire du feu. Après avoir partiellement rempli mon évier, je l'ai rendu. J'y ai versé de l'eau froide du ruisseau et je me suis lavé. Pablo avait fini, alors j'ai attrapé sa poêle et je me suis fait des œufs brouillés. Je les ai mangés directement à la poêle comme je le fais à la maison. J'ai nettoyé la casserole dans une baignoire d'eau douce et l'ai laissée pour la suivante. Puis j'ai suspendu mon sac de couchage au-dessus de ma tente pour le faire sécher. Tout le monde s'était déjà levé, y compris Damien. Nous avons voté entre le tir ou la pêche et le tir à gagner. Nous avons attrapé nos armes et avons gravi la colline. 3 cibles en acier avaient été placées à une 50aine de mètres l'une de l'autre. Chaque gars a chargé et a commencé à tirer. J'ai laissé Pablo tirer sur mon Mauser comme cadeau d'anniversaire. J'observais les impacts à travers mes jumelles. Une voiture a attiré mon attention au loin. La route semblait être à 800 mètres. Pablo n'a rien dit. J'ai supposé que la route n'était pas sur sa propriété. La voiture s'est arrêtée et 3 personnes sont sorties. Je les ai ignorées et je suis retourné voir mon ami tirer. 1 minute plus tard, j'ai entendu un sifflement passer près de ma tête. Je savais ce que c'était. J'ai été surpris qu'un rebond puisse aller aussi loin et juste au moment où j'allais dire quelque chose, un autre est passé, mais plus près cette fois. Pendant 1 seconde, j'étais confus. Personne n'avait tiré à ce moment-là pour provoquer un rebond. Puis ça m'a frappé. « Courez les gars, quelqu'un nous tire dessus !» J'ai couru vers le camion. J'ai regardé en arrière et tout le monde me regardait. Damien riait. Ils jouaient à nouveau avec leurs armes. Un autre coup de feu a soulevé de la saleté. Tout le monde, sauf Damien, l'a vu et a également commencé à courir vers la camionnette. Damien a dû penser que c'était une blague. Je ne suis pas si stupide, les gars. Il n'y a personne ici.
Pendant ce temps, nous nous cachions tous derrière la camionnette en lui criant dessus. Un autre coup a touché le pare-brise et a fait un gros trou. Damien s'est finalement rendu compte que c'était réel et a couru vers la sécurité de la camionnette. Tout le monde criait et essayait de voir d'où venaient les tirs. J'ai regardé à travers les jumelles et j'ai vu la voiture garée. Je me suis dirigé vers un buisson derrière lui. Je pouvais voir des formes bouger. Sans réfléchir, j'ai crié dans sa direction. 2 des garçons ont ouvert le feu avec leurs fusils. J'ai eu peur. Ce n'est pas parce qu'ils tiraient dans notre direction que c'était exprès. La stupidité de cela ne m'a frappé qu'après. Pablo et moi leur avons crié d'arrêter. Puis ils se tuent. Les tirs ont cessé. De la colline, nous avons observé qu'ils se sont enfuis vers la voiture et sont rapidement partis. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement. Un par un, chaque campeur est sorti de la couverture pour inspecter les dégâts. Le pare-brise était le pire. 2 autres tirs avaient touché les ailes avant. J'ai remarqué que mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Cependant, personne n'avait été blessé et c'était tout ce qui comptait pour moi. Le voyage était évidemment terminé et Pablo a suggéré que nous retournions à la maison. J'ai supposé contacter le shérif. Je démontais ma tente et j'ai entendu un « hey » de l'intérieur. C'était Damien. J'ai remarqué une grosse tache humide sur le devant de son pantalon. Il a vu ma réaction et a baissé la tête. Je me suis senti mal pour lui et je me suis éloigné un instant. Quelques secondes plus tard, elle est sortie avec une nouvelle paire. J'ai encore démonté la tente. Damien fut le dernier à charger son sac dans le van. Nous attendions tous. Un ami a demandé pourquoi cela avait pris si longtemps. Ses yeux me regardèrent rapidement. Je m'attendais à ce qu'ils le disent aux autres, et à la place j'ai dit au gars de se taire et de monter dans le van. Damien sourit et sauta dans la boîte avec nous. Le voyage n'a duré que quelques minutes. Pablo est venu le dire à son père pendant que nous attendions. Ils sont partis 1 minute plus tard. Son père regarda silencieusement les dégâts, sa mâchoire presque au sol. « Oh mon Dieu !» a-t-il dit. Il le dit si doucement que les derniers mots furent imperceptibles. « Êtes-vous sûr qu'aucun de vous n'est blessé ?» Il a dit si fort et si vite que j'ai sauté. Nous secouons tous la tête en disant non un par un. Il nous a regardés un instant puis a dit « Allons-nous détendre ?» Pablo et son père sont arrivés un instant plus tard. J'ai entendu ton père dire à sa femme que le shérif était en route. Quand il est arrivé, il a posé beaucoup de questions. La première d'entre elles était pourquoi, et nous n'avions pas de réponse. Ensuite, nous avons dû lui montrer où cela s'était passé. Nous l'avons emmené là-bas et sommes restés environ 30 minutes. Le shérif a suggéré que nous rentrions tous à la maison et informions nos parents de l'incident. Chacun de nous a emballé ses affaires et est parti. Mes parents ne semblaient pas comprendre à quel point c'était grave. Mon père a juste supposé que c'était un accident et l'a rejeté. Ma mère a suivi son exemple. Lundi, j'ai demandé à Pablo s'il avait des nouvelles du shérif, mais il n'y avait rien. Nous avons tous été occupés avec la remise des diplômes et le tournage a pris une banquette arrière. Quand j'ai eu le temps d'appeler, on m'a dit que personne n'avait été identifié. J'ai perdu espoir d'une résolution après ça. Sans pourquoi, que pourrait-il faire? Rien n'a changé depuis 2 ans. Compte tenu de l'état actuel du monde, tous les cours de mon université ont été annulés. Depuis, je me relâche chez mes parents. Il y a environ 1 mois, Pablo m'a appelé pour me demander si je voulais aller tirer. J'ai dit oui et je suis allé au ranch. Nous avons emmené sa Jeep jusqu'à la crique. Ils avaient installé de nouvelles cibles en acier. J'avais hâte d'être le premier à tirer. Je chargeais un magazine et par hasard j'ai regardé en haut de la colline. J'ai vu la route et tout m'est revenu à l'esprit. Une sensation de malaise a envahi mon estomac. Mon anxiété devait être évidente. Pablo a mis sa main sur mon épaule et a dit que nous pouvions tirer de derrière la Jeep si je le voulais. Nous avons ri tous les deux et j'ai décliné l'offre. Cette blague m'a fait me sentir beaucoup mieux et nous avons passé une journée amusante à tourner après cela. Cependant, mon épisode de ce jour-là m'a appris quelque chose. Maintenant, je sais que même si vous êtes capable d'oublier quelque chose d'effrayant ou de traumatisant, il suffit d'une petite chose, aussi insignifiante soit-elle, pour que tout s'écroule. C'est l'incident qui m'a appris qu'on ne peut jamais vraiment connaître quelqu'un, même après 20 ans. Quand j'avais environ 5 ans, j'ai été envoyé à la maternelle. À cette époque, j'étais un enfant très timide et calme. J'étais seul quand ce petit garçon potelé est venu vers moi. Nous l'appellerons Ander pour cette histoire. Ander a commencé à me parler et a mentionné que sa famille avait une ferme près de la mienne. J'étais curieux et je lui ai demandé ce que c'était.
Nous avons parlé tous les deux jusqu'à l'heure de la sieste et sommes rapidement devenus de bons amis. Le week-end, l'un de nous se rendait à la ferme de l'autre pour jouer. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans la région, donc la plupart du temps c'était juste nous deux. Au lycée, on était comme des frères. C'était même mon premier baiser, même si cela ne signifiait rien pour aucun de nous. Au début du lycée, nous traînions avec d'autres personnes et nous nous voyions lors de fêtes. Je ne pense pas que l'un de nous ait pensé à l'autre en termes non platoniques. Nous avons continué ainsi jusqu'à notre 3e année. J'avais hâte d'aller au bal, mais personne ne m'avait invité. J'ai entendu dire qu'Ander n'avait pas de rendez-vous, alors je lui ai demandé. Elle a dit oui, mais comme une faveur à un vieil ami. Le soir du bal, certains de nos camarades de classe ont loué une chambre d'hôtel pour faire la fête. Nous avons tous les deux trop bu et avons fini par nous embrasser. Le lendemain, nous avons parlé de ce qui s'était passé. Nous avons finalement décidé que nous devrions commencer à sortir ensemble, ne serait-ce que pour rien d'autre, pour nous assurer que ce n'était pas l'alcool qui avait causé nos actions. Pour le reste de cette année et la suivante, nous avons continué à sortir ensemble, et les choses se sont bien passées. Le moment venu, nous avons perdu notre virginité ensemble. C'était spécial, mais la relation n'est pas devenue très intime. Fondamentalement, nous étions les mêmes vieux amis. La seule différence était que nous ne sortions avec personne d'autre et que nous avions parfois des relations. Dans l'ensemble, cela a peut-être été le moment le plus heureux de ma vie. Ander m'a toujours bien traité et même quand je suis parti à l'université, il a compris que rompre était la meilleure chose. Nous sommes restés en contact, nous appelant environ 1 fois par mois. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait commencé à sortir avec un de nos camarades de classe. Sarah avait le même âge que nous et était une fille très gentille. Il est resté en ville et a fréquenté notre collège communautaire local. Quand je leur rendais visite pendant les vacances, je sortais avec eux. Ils formaient un couple très mignon et je lui disais ça. Cependant, le passé de Sarah n'était pas heureux. D'après ce que j'avais entendu, elle avait été maltraitée lorsqu'elle était enfant. Cela avait causé des dommages considérables à sa psychologie et il a même tenté de se suicider au moins une fois au lycée. Elle a été placée dans une institution et est revenue en première année de lycée avec l'air beaucoup plus heureuse. Nous avons tous supposé qu'il avait surmonté ses démons et que le comportement autodestructeur appartenait au passé. C'est pourquoi sa disparition et son supposé suicide ont été une chose si décevante pour tous ceux qui la connaissaient. Selon Ander, ils s'étaient disputés pendant le dîner ou quelque chose d'aussi stupide. Après cela, elle est progressivement devenue de plus en plus déconnectée. Un après-midi, il devait aller chez elle, mais il n'est jamais arrivé. Ander a appelé plusieurs endroits à sa recherche, jusqu'à ce qu'il finisse par signaler sa disparition le lendemain matin. Une recherche à l'échelle du comté a été lancée, et sa voiture a été retrouvée garée à une aire de repos, à côté de l'un de nos plus grands ponts. Aucun signe d'acte criminel n'a été trouvé, le CAS a donc été considéré comme un suicide probable. J'en ai entendu parler sur Facebook, et j'ai appelé Ander pour lui exprimer mes condoléances. Nous avons parlé brièvement, et il est devenu clair que sa mort l'avait beaucoup affecté. Les années suivantes passèrent rapidement, et, avant que je m'en rende compte, j'obtenais mon diplôme sans réelle perspective. Je pensais que rentrer à la maison était ma meilleure option. Mon père pouvait toujours utiliser une main supplémentaire. La mère d'Ander, son dernier parent, était décédée l'année précédant la mort de Sarah. Il a hérité de la ferme et d'un peu d'argent. Il a investi dans des porcs et un groupe de poulets, et, au moment où je suis rentré, les poulets portaient déjà des fruits. Ce sont ces poulets élevés en plein air qui étaient populaires dans les restaurants haut de gamme. Ils étaient plus petits que d'habitude, mais très délicieux. Ander et moi avons recommencé à sortir ensemble et avons vite découvert que nous avions encore des sentiments l'un pour l'autre. La relation a progressé rapidement jusqu'à ce que je reste chez lui presque tous les soirs. Pendant ce temps, au même moment, un nouveau procureur a été élu et a rouvert le dossier de Sarah. Personne ne le savait, et je n'en connais pas la raison. Mais ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est qu'il avait plusieurs amis puissants, et avec un peu plus qu'une intuition, ils lui ont donné un mandat pour fouiller la maison d'Ander. Il n'était pas là quand il a été exécuté. Je venais d'obtenir un emploi auprès d'enfants handicapés dans une garderie. Ander n'a jamais mentionné que c'était arrivé, et encore moins qu'ils avaient trouvé du sang. Ils ont pulvérisé du luminol dans plusieurs pièces. La cuisine a montré de petites quantités dans les placards, mais la plus grande quantité a été trouvée autour de la baignoire et du drain. J'ai marché complètement inconscient pendant encore 4 mois. Les tests ADN avaient confirmé que tous les échantillons de sang appartenaient à Sarah.
Encore une fois, je travaillais quand Ander a été arrêté. Pour une raison folle, il n'a pas demandé un avocat tout de suite. Il allait bien, il aurait pu engager un grand avocat s'il l'avait voulu. Au lieu de cela, il les a laissés l'interroger pendant des heures. Peut-être qu'il pensait qu'il était plus intelligent et pouvait les convaincre qu'ils avaient tort. Si c'était ce qu'il pensait, son arrogance était sa perte. Pendant plus de 4 heures, les policiers l'ont harcelé. Il avait toujours une raison plausible pour chaque question. Pourquoi y avait-il du sang dans la cuisine? Peut-être qu'elle s'est coupé le doigt en préparant un repas. Pourquoi avons-nous trouvé autant de sang dans la douche et le drain? Peut-être qu'elle a saigné du nez. J'aimerais qu'elle soit là pour répondre à vos questions. Cette bataille a continué jusqu'à ce qu'un des officiers essaie un nouvel angle. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez été vu en train de conduire la voiture de Sarah en direction du pont la nuit où elle était censée avoir disparu, puis vu par la même personne revenant à pied le lendemain matin? Je paraphrase bien sûr, mais c'est quelque chose comme ça qui l'a fait trébucher. Personne n'avait jamais été témoin de quelque chose comme ça. Ander ne le savait pas. Quand il a répondu, il savait qu'ils l'avaient et ont attaqué. Peu de temps après, il est tombé en panne et a admis l'avoir tué. Ils ont finalement obtenu les aveux dont ils avaient besoin, mais une question demeurait. Où était le corps de Sarah? En plus d'admettre qu'il l'avait démembré et jeté les pièces, l'histoire complète n'a jamais atteint le public. Je ne l'ai découvert que parce que j'étais au restaurant avec un policier impliqué dans l'affaire. C'était un de nos amis, de quelques années son aîné, et il prenait un verre avec nous. Il avait beaucoup bu, et l'un des gars l'a pressé d'obtenir des informations privilégiées. C'est à ce moment-là qu'il a lâché prise. Personnellement, j'aurais aimé ne pas l'avoir écouté. Pour être le plus bref possible, après avoir démembré son corps dans la baignoire, il avait l'intention d'enterrer les restes dans l'une des prairies. Il y a réfléchi et a décidé de ne pas le faire, principalement parce qu'il avait peur que des coyotes ou d'autres charognards les déterrent. C'est alors que notre ami a hésité. « Allez mec, ne sois pas un fêtard, dis-le. » Nous étions tous sur le bord de nos sièges et le gars a poussé plus fort. Notre ami a pris la dernière gorgée de sa bière et a laissé échapper. « Il l'a donné à manger au cochon, mec. C'est ça que tu veux entendre? Ton ami, une fille qui n'avait jamais fait de mal à une mouche, l'a coupé en morceaux et l'a donné à manger à ses foutus cochons. » Nous étions tous stupéfaits. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. C'était déjà assez difficile pour moi de comprendre que mon meilleur ami était un meurtrier. Et quand j'ai entendu ça, tout le respect que j'avais pour lui a disparu. Cette affaire avait évidemment beaucoup affecté toutes les personnes impliquées, même ce jeune policier, un gars qui connaissait Ander depuis aussi longtemps que la plupart d'entre nous. Il fallut quelques secondes avant qu'il ne se lève et aille commander un autre verre. Après avoir été soigné, il s'est assis seul à une autre table et a pleuré pendant plusieurs minutes. Il était rentré du travail depuis seulement quelques minutes lorsqu'il a appelé. Je lui ai dit que je viendrais après ma douche. Je ne lui ai pas donné l'occasion de parler. Une fois que je me suis calmé, il a parlé calmement et rapidement. Je me souviens encore de chaque mot. « Je suis désolé, Cindy. J'ai fait une chose terrible. Toi et moi ne nous reverrons plus jamais. Merci d'être mon ami. Je t'aimerai toujours. Au revoir. » Puis il a raccroché. Je n'ai pas compris. J'ai appelé sa maison immédiatement, mais je n'ai reçu aucune réponse et rien n'avait de sens. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi grave que de traverser une rue sans regarder. Puis, la mort de Sarah m'est venue à l'esprit. Qu'avait-il fait? Pourquoi avouerait-il quelque chose qu'il n'a pas fait? J'étais tellement bouleversé que je ne pouvais pas penser droit. Je pense qu'elle pleurait encore quand les nouvelles sont arrivées à la télé et elle ne savait rien des résultats ADN. Il était encore presque impossible de croire qu'il l'avait fait. Aucun motif n'avait été indiqué et je ne pense toujours pas qu'il en ait jamais donné. Comme elle l'a avoué, le procureur a retiré la peine de mort de la table. Un accord a été conclu pour la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. J'ai essayé de lui parler à l'audience, mais il m'a simplement ignoré. Après qu'il ait été emmené, son avocat m'a remis une note. Il disait juste de ne pas essayer de le contacter, d'aller de l'avant et de trouver quelqu'un qui n'est pas un monstre. Tout espoir qu'il me restait a été brisé dans cette salle d'audience. Une amitié de plus de 20 ans s'est terminée en un clin d'œil. L'homme le plus important de ma vie, à part mon père. Je n'avais pas passé un mois sans lui parler depuis que j'avais 5 ans. Ça a été une perte vraiment difficile à surmonter et je ne suis pas sûr de pouvoir à nouveau faire confiance à qui que ce soit. Depuis le début des 2000 ans, je voulais avoir ma propre petite ferme. Je pense que le terme populaire est hobby farm.
Bien que je n'ai aucune intention d'avoir des milliers d'acres ou un grand troupeau de bovins, j'espère pouvoir continuer à fonctionner tout au long de l'année. L'année dernière, j'ai trouvé 30 acres près de la ville. Cette parcelle spécifique faisait partie d'une grande ferme, mais était séparée pour un membre de la famille du propriétaire. Ce membre de la famille est décédé récemment, cédant la place à mon achat. La maison était en bon état, mais les dépendances avaient connu des jours meilleurs. J'ai commencé à les démonter immédiatement avec l'aide de quelques amis. Nous avons pu terminer la grange à foin en relativement peu de temps. Je suis passé à un deuxième bâtiment de stockage plus petit. L'hiver a ralenti nos travaux. Cependant, à la fin du printemps, il ne restait que le toit. La majeure partie était terminée lorsque j'ai eu un accident. Je posais juste des carreaux, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Je me suis cassé le bras. La blessure ne m'a pas empêché de travailler à mon vrai travail. Pendant la période de convalescence, j'ai pris toutes les heures supplémentaires possibles. Je les évitais jusque-là, mais c'est bien d'avoir tout cet argent supplémentaire. Je prévois de l'utiliser pour acheter des fournitures pour construire un tracteur à poulets et acheter des poulets. Malheureusement, pendant ce temps, j'ai perdu un membre de ma famille. Lui et moi étions très proches quand je grandissais. Comme mon père passait beaucoup de temps sur la route, son jeune frère l'aidait de toutes les manières possibles. À chaque occasion importante à laquelle mon père ne pouvait pas assister, mon oncle s'assurait toujours de l'enregistrer pour lui. C'était comme avoir deux parents. Ma mère aimait aussi l'avoir avec elle. La plupart de son temps était consacré à ma sœur handicapée. J'avais peur de ne pas recevoir assez d'attention. Vous pouvez voir à quel point il était devenu important pour ma famille et pour moi. Sa perte a été très difficile pour moi. Je me suis retrouvé à réfléchir à sa mort plus que je n'aurais dû jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai fait une découverte troublante dans l'atelier de menuiserie. Mon médecin m'avait donné congé, le plâtre avait été retiré et j'étais libre de retourner travailler à la ferme. Mes amis avaient fini de poser les bardeaux pour moi, alors je suis passé au dernier travail, un bâtiment de bonne taille utilisé pour la menuiserie. Les bancs étaient encore en bon état. Je les ai démontés et rangés. Après une inspection superficielle, j'ai déterminé que le cadre était encore solide, alors j'ai commencé par soulever le sol. Les planches dont il était fait étaient pourries et pleines de trous. Je suis arrivé à mi-chemin quand j'ai trouvé une vieille boîte en fer blanc sous une planche lâche. C'était carré, de la taille d'une boîte à lunch. À l'intérieur, j'ai découvert de vieux ornements et beaucoup de photographies. Les ornements comprenaient des bagues, un vieux briquet et même une boucle en métal avec un nœud. Les photos avaient été placées à l'envers. J'en ai sorti un tas et je les ai retournés. La plupart d'entre eux étaient des jeunes femmes nues ou partiellement vêtues. Ils semblaient dater des années 80 et 90. Beaucoup étaient vieux et fanés. Pendant que je les vérifiais, quelque chose semblait étrange à leur sujet. J'ai vite compris de quoi il s'agissait. Aucune des femmes ne souriait. Beaucoup d'entre eux semblaient effrayés, en fait. J'ai commencé à les retourner et j'ai découvert que chacun avait un nom et une année écrits au dos. Mayra, 19,88 ans. Sylvia, 19,91 ans. Stéphanie, 19,83 ans. J'ai compté et j'en ai trouvé 42 en tout. Ce ne sont pas vos photos sales habituelles. Les modèles ne semblaient pas ravis de prendre ces photos à l'époque. J'ai eu une idée terrible dans ma tête. J'ai déjà vu quelque chose de similaire. J'ai vu un documentaire sur un tueur en série. La police avait trouvé des piles de photos chez lui. De nombreuses femmes n'avaient pas encore été identifiées. Je me suis aussi souvenu que certains meurtriers avaient l'habitude de garder les objets des victimes. J'ai sorti un simple bracelet en or de la boîte. Je l'ai tourné jusqu'à ce que je voie un nom gravé à l'intérieur. Le nom correspondait à celui de l'une des femmes sur les photos, une blonde terrifiée de 19,81 ans. Un frisson parcourut mon corps. Avait-il trouvé la cachette de photos d'un tueur en série au milieu du Kansas ? C'est alors que mon idée a semblé s'effondrer. J'ai fait des recherches et je n'ai pas pu trouver de tueur actif à l'époque, pas dans cette partie de l'État. Peut-être que j'avais sauté aux conclusions et que les photos n'étaient pas si mauvaises. J'ai reconnu la possibilité que ces décès se produisent sous le radar. Il est difficile de croire que 42 femmes ont disparu sans que personne ne s'en aperçoive. 42. Le nombre m'étonne toujours. Comment quelqu'un pourrait-il s'en tirer en tuant 42 personnes et ne pas se faire prendre ? C'est le plus gros problème avec toute cette théorie. Très probablement, juste un pervers a gardé ses trophées sous le plancher de son atelier de menuiserie et c'est tout. Mais si je ne le fais pas, franchement, je changeais d'avis toutes les quelques minutes. Je suis assis dans cette boîte depuis plus d'une semaine maintenant, sans pouvoir décider si je devrais aller à la police. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai fait un cauchemar.
Un vieil homme sale tuait une femme devant moi. J'ai essayé de le dire aux gens, mais personne ne voulait écouter. Je me suis réveillé trempé de sueur et de tremblements, et c'était la paille qui a brisé le dos du chameau. J'ai décidé que je le donnerai à la police demain. Ce qui se passera ensuite dépendra d'eux. Je veux juste retourner à ma vie normale, un simple agriculteur en herbe. Cependant, si jamais j'entends quelque chose de nouveau, j'écrirai une mise à jour. Entre nous, j'espère que ce n'est rien. Si c'est ce que je pense, cela signifie que quelqu'un s'en est tiré avec un meurtre 42 fois et n'a jamais été puni. C'est peut-être la chose la plus effrayante. Depuis un mois, notre ferme est assiégée. Bien que les coyotes aient toujours existé dans la région, ils sont devenus beaucoup plus audacieux ces derniers temps. Plus d'une fois, je suis sorti le matin et j'ai trouvé des empreintes de pas près de chez moi. S'ils étaient mon seul problème, je ne serais pas si inquiet. Cependant, à la fin du mois de juin, mes enfants ont affirmé avoir vu des cochons courir dans la forêt de notre voisin. On raconte depuis des années que des hordes de cochons sauvages font des ravages dans le sud. Jusqu'à récemment, nous avions réussi à les éviter par ici. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que la deuxième semaine de juillet, je trouve une grande flaque de boue dans l'un de mes champs. Ces insectes sales ont fini par se retourner à plusieurs endroits sur mon terrain avant que je puisse enfin les chasser. La route vers notre inévitable confrontation a commencé quelques semaines après qu'ils aient été repérés. C'était l'aube et je suis sorti pour commencer ma journée. Je recevais de la nourriture pour les poulets du hangar et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le jardin, notre principale source de subsistance, avait été démoli. Les porcs en avaient cueilli ou mangé environ les 3/4. Presque toutes les pommes de terre, tomates et citrouilles étaient ruinées. Ce qui n'a pas été déraciné a été renversé ou piétiné. Notre famille a sauvé ce qu'elle pouvait, mais le mal était fait. Dans une année normale, cela rendrait la vie difficile pendant au moins 9 mois. Cependant, dans notre crise actuelle, ce fut un désastre. Le pire de cette maladie pourrait être à venir. Si les SIA explosent en millions comme ils l'ont fait il y a 100 ans, les magasins se videront bien pire qu'au printemps dernier. Nous avons acheté tout ce que nous pouvions nous permettre, mais la peur que ce ne soit pas suffisant était encore latente sous la surface. Quand ils me font craindre pour l'avenir de ma famille, je me fâche. Très en colère. J'étais déterminé à me venger, et quelques jours plus tard, je l'ai fait. J'ai acheté quelques sacs de maïs, et je les ai mélangés avec du diesel. J'ai enterré le mélange à quelques endroits dans le champ. Il ne restait plus qu'à attendre. Ma femme m'a préparé un thermos de café. Je l'ai emmené avec mon fusil au hangar, et j'ai prévu de rester éveillé tous les soirs jusqu'à leur retour. Heureusement, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 5 heures du matin, ma femme m'a réveillé en sursaut. Il venait de se réveiller et a vu un troupeau d'environ 7 à 10 porcs fouiller dans mon appât. Il n'était qu'à 50 ou 60 mètres de ma stalle dans le hangar. Je me suis glissé vers mon fusil et j'ai visé. Le premier coup a renversé un gros sanglier. Un suivi rapide en a renversé un autre à côté de lui. À ce moment-là, ils ont commencé à s'enfuir, mais ils étaient toujours à portée. Mon troisième tir en a raté un autre, mais le quatrième a touché sa cible, une truie plus petite. J'ai essayé d'en enlever d'autres en mouvement, mais ils étaient trop rapides. Le plaisir que j'ai ressenti en voyant les autres fuir dans la forêt était immense. Ma mère disait que quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Je viens de faire un lac plein de limonade. Après avoir transformé les porcs, j'ai calculé que nous avions de quoi nous nourrir pendant 2 ans. En une seule nuit, je suis passé d'une peur sérieuse pour notre avenir à une vie dans l'abondance, si vous voulez bien excuser le jeu de mots. Cependant, mon état d'euphorie n'a pas duré longtemps. Seulement quelques nuits plus tard, vers 10 heures, le Yorkshire de ma fille a gratté la porte arrière. J'ai pensé qu'il avait besoin de se soulager et je l'ai laissé sortir. Il était sorti depuis un bon moment, alors je suis allé le chercher. Je balayais la cour avec ma lampe de poche quand j'ai vu des yeux brillants. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était lui, mais j'ai vite compris qu'il était trop gros. De plus, ses yeux brillaient de blanc au lieu de vert comme ceux d'un chien. Ça aurait pu être un coyote. J'ai sorti mon calibre 357 et je lui ai tiré dessus. Je le porte depuis que les cochons ont été repérés. Il a couru dans l'obscurité apparemment indemne. J'ai encore appelé le chien, mais rien. Non loin de l'endroit où j'avais vu le coyote, j'ai remarqué un morceau de quelque chose. Quand je suis arrivé assez près, j'ai vu que c'était le Yorkie. On aurait dit que le coyote l'avait tué, probablement juste avant que je le voie.
J'ai envisagé de l'enterrer sans rien dire, mais cela semblait cruel. Alors je suis retourné à l'intérieur et j'en ai parlé à ma femme. Elle et moi avons appelé ma fille pour lui dire. Comme vous pouvez l'imaginer, ils étaient très contrariés. Ce chien avait été à ses côtés la majeure partie de sa vie. Le lendemain matin, j'ai fait une jolie boîte pour le petit et nous avons organisé un enterrement. Je l'ai enterré à côté de mon berger allemand Schultz, que j'avais perdu à l'âge de 16 ans. J'en ai marre maintenant. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, ma famille avait perdu quelque chose de très important à cause d'un animal nuisible. J'étais déterminé à faire payer ce coyote. Comme pour les cochons sauvages, je suis resté éveillé toute la nuit en attendant de lui tirer dessus. Après une semaine, j'ai abandonné. J'ai supposé que mon arme avait fait son travail et que le coyote avait saigné après. Nous espérions que nos ennuis étaient terminés. 2 jours se sont écoulés sans problème, puis le 3e, mon pire cauchemar s'est presque réalisé. Ma femme préparait le petit déjeuner ce matin-là et a remarqué que nous avions besoin d'œufs. J'ai envoyé notre fille au poulailler pour en ramasser. Ça prenait trop de temps. Je ne pouvais pas la voir de la fenêtre, alors je suis sorti pour voir ceux qui la retenaient. J'étais en route vers le hangar quand j'ai entendu papa d'une voix basse à peine audible. Ça m'aurait échappé si je n'avais rien dit. Je l'ai regardé et je l'ai vu complètement immobile, avec un seau avec 10 œufs dans ses mains. Je n'ai pas vu le coyote au début. Il avait été bloqué par le coin du poulailler. Mon cœur a sauté dans ma gorge. J'ai pris une longue respiration saccadée et j'ai essayé de me concentrer sur la menace. Elle m'a demandé à voix basse quoi faire. Je lui ai conseillé de rester immobile et de ne pas faire de mouvements brusques. Il a fallu un long moment avant que je me souvienne que j'avais une arme à feu. J'ai baissé ma main lentement et silencieusement. Quand j'ai pris l'étui, je l'ai trouvée vide. J'ai dû la laisser à l'intérieur. La panique a commencé à prendre le dessus sur ma tête. Bientôt, ce coyote allait attaquer ma fille et je ne pouvais rien faire. Mon cœur s'est mis à battre frénétiquement. À ce moment-là, une idée folle m'est venue. Je devrais lui sauter dessus avant qu'il puisse attaquer. Je pourrais mourir dans la bagarre, mais je n'allais pas le laisser tuer ma petite fille. Ça devait être maintenant. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai laissé sortir lentement. Et juste avant de me propulser avec mes pieds, un fort fracas a brisé le silence. Cela m'a surpris et m'a fait frissonner. Un autre rapide a suivi. Le coyote a été jeté sur le côté. Il n'a pas bougé après ça. Ma fille et moi nous sommes tournés vers le bruit des coups de feu et il y avait ma femme tenant mon calibre 357, avec une grimace dégoûtée sur le visage. Elle n'a jamais été aussi belle que dans cette seconde. Ma fille s'est mise à pleurer et a couru dans mes bras. J'ai appelé ma femme et nous avons eu un gros câlin de famille. Que mon fils soit complètement inconscient de ce qui se passait. Il est sorti pendant que nous avions notre moment de liaison et a demandé pourquoi nous tournions. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Une fois que tout le monde s'est calmé, j'ai traîné le coyote jusqu'à la clôture la plus éloignée et je l'ai jeté par-dessus. C'était quelque chose que mon grand-père avait l'habitude de faire. Il a dit qu'il avait éloigné les coyotes de la propriété. Je ne sais pas si ça marche, mais à ce stade, je suis prêt à tout essayer. Quand je suis rentré à la maison, le petit déjeuner était prêt. C'était peut-être le meilleur repas que j'ai jamais eu. Cela fait presque 2 semaines sans aucun problème. Je ne peux qu'espérer que mes problèmes d'animaux sont terminés. Je porte toujours mon arme à tout moment, juste pour être en sécurité. Nous n'aurons peut-être plus cette chance. Ce gâchis m'a rappelé que nous ne devrions pas prendre la vie pour acquise. Gardez vos proches proches. À tout moment, n'importe lequel d'entre nous pourrait se perdre. Chaque jour, rappelez à votre famille que vous l'aimez et vivez chaque jour comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quand j'ai rencontré mon grand-père pour la première fois, j'avais 7 ans. Je ne me souviens pas beaucoup de cette époque. Quand maman et papa sont morts, j'ai essayé de mettre cette partie de ma vie de côté. Facundo et moi nous sommes retrouvés sans famille, à part ma tante, qui vivait à l'étranger, donc le père de maman était la seule option restante. Grand-père Benito vivait dans une ferme de 500 acres dans la partie sud-est du Montana. Il y élevait des moutons depuis qu'il avait émigré d'Écosse dans les années 30. Quand nous sommes arrivés, c'était la saison des naissances, et aucun de nous ne savait quoi faire. Mais Benito était un enseignant patient. Il nous a appris rapidement, nous n'avions pas d'autre choix. Chaque fois que nous avions du temps libre, Benito nous emmenait chasser ou pêcher. Les saisons ne signifièrent pas grand-chose pour lui. Il suivait la plupart des lois de chasse, mais s'il voyait un gros cerf, il le tuait. Il a dit que c'était sa terre et que personne n'allait lui dire ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire.
Pour autant que je sache, il n'a jamais eu de problème, mais c'était dans les années 60. Peut-être que cela a aidé d'être ami avec le ranger. Au début du printemps, c'était la première fois que je voyais un grizzly. Nous en avons rencontré un sur le chemin de la rivière. Même à 48 mètres, sa puissance était évidente, sa taille m'a étonné. Un seul coup avec ses énormes griffes aurait pu fendre un arbre en deux. Il n'aurait besoin d'aucun avertissement pour rester à l'écart. Ni Facundo ni moi ne voulions de problème avec l'une de ces bêtes. Benito nous a emmenés sur un nouveau chemin. Je n'en verrai pas d'autre pendant presque 3 ans. Un mâle affamé a attrapé un veau solitaire. Quand Benito a trouvé la carcasse, il savait bien ce qu'il devait faire. Il attrapa son fusil et s'élassa son cheval préféré, Lenny. Ils m'ont laissé m'occuper du troupeau restant pendant son absence. J'ai conduit le camion au pâturage. Facundo était à l'arrière avec le calibre 30 de Benito pendant que je patrouillais dans le champ. Pas plus de 45 minutes se sont écoulées lorsque j'ai vu un grizzly devant moi. J'ai accéléré, nous sommes arrivés à environ 45 ou 55 mètres et j'ai dit à Facundo de tirer. Le premier coup a frappé, mais cela ne l'a rendu que plus en colère. Il a rugi et j'ai dit à Facundo de continuer à tirer. Il a déchargé 5 autres coups rapides avant de tomber. Cette grande bête a combattu vaillamment mais n'était pas à la hauteur de la puissance du marlin. Les animaux avaient peut-être l'air morts, mais j'ai dit à Facundo de rester dans le camion. Nous n'avions pas regardé depuis longtemps quand Benito et Lenny sont arrivés à toute vitesse sur la colline. Il s'arrêta en approchant, regardant lui-même l'ours immobile. Il descendit de cheval et sortit son Mauser de sa nacelle à gauche de la chaise de Lenny. Je retins ma respiration alors qu'il s'approchait de la bête. Il était à un pas de là quand il a touché l'ours avec le fusil, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais rien. Le monstre avait vraiment été terrassé. Un garçon de 13 ans avait battu l'un des plus grands prédateurs de mère nature. Une fois que j'étais sûr qu'il était sécuritaire de respirer, j'ai couru vers le grizzly, Facundo juste derrière. Le visage usé par le travail de Benito arborait un sourire, le premier et le dernier que je me souviens avoir vu. Je ne suis pas sûr de le croire, mais je l'ai certainement vu. « Tu es un homme maintenant, mon garçon », marmonna-t-il. Le reste de son accent écossais s'insinuait. Malgré de petites douleurs de jalousie, j'ai félicité mon jeune frère. Benito ébouriffa joyeusement ses cheveux et lui serra la main. Si j'avais su que cette journée serait le point culminant de notre temps avec Benito, peut-être que je l'aurais savouré un peu plus. Puisque tout ce que nous faisions était une opportunité d'apprentissage, Benito a sorti son couteau et nous a appris à repérer un grizzly sur le terrain. Nous avons tous les 3 apporté la viande et la peau au camion et les avons jetés sur le lit pendant que Benito emmenait Lenny à l'écurie. J'ai ramené les morceaux d'ours à la maison. La majeure partie de ce printemps, nous avons mangé du grizzly de toutes les manières possibles. C'est certainement un goût acquis. J'ai essayé un ours brun côtier en Alaska et le goût s'est avéré trop de poisson pour moi. Notre ours était beaucoup plus à mon goût. Je ne pense pas que Facundo ait beaucoup aimé. Mais tu as mangé ce qu'ils t'ont donné quand tu vivais avec Benito. D'ailleurs, je pense que ça le rendait fier de nous fournir une si belle proie. La vie continuerait plus ou moins de la même manière en été et en hiver. Cet hiver a été particulièrement dur. La tempête de neige de 1969 fait encore parler d'elle aujourd'hui dans le Montana. Les choses étaient certainement difficiles, mais Benito n'allait pas se laisser battre par un peu de neige. Nous étions tous ravis de voir le dégel arriver. Nos mains étaient occupées à accoucher, mais dès que nous avons eu un peu de temps, Benito nous a emmenés à la rivière pour pêcher. Les truites mordaient comme des folles et bientôt nous avons été séparés. Je n'ai jamais eu toute l'histoire de lui, mais je pense qu'il a été témoin de la plupart de ce qui s'est passé. Nous savions tous qu'il y aurait des grizzlies dans la région. Le poisson fait partie de leurs aliments préférés. À ce moment-là, Facundo et moi nous étions habitués à être attentifs à eux. Je ne doute pas que ce matin-là, les 2 animaux se sont simplement heurtés l'un à l'autre. Si vous rencontrez une femelle grizzly avec ses petits, elle attaquera. Il est possible qu'une canne à pêche ressemble à un fusil pour un ours, peu importe ce qu'elle pensait. Facundo n'a jamais eu une chance. Benito était le seul à porter une arme, et il était trop tard pour faire quelque chose de bien. Il a réussi à faire quelques tirs, mais je pense que le fait qu'elle ait des chiots a rendu son objectif un peu erratique. Peut-être même à cette époque, il hésitait à laisser ses chiots orphelins. Je suis sûr que Benito était dévasté par ce qu'il avait vu, mais je ne pense pas qu'il ait blâmé cet ours pour sa réaction. Le bruit de l'eau était trop fort pour que j'entende l'attaque. Les coups de feu ont été la première chose qui a attiré mon attention, bientôt suivi de ce cri terrifiant qui a suivi. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de vraiment grave était arrivé. Quand je suis arrivé sur les lieux, Benito tenait Facundo dans ses bras, pleurait et gémissait.
Juste en le voyant, je me suis effondré. Bientôt je pleurais et criais aussi, maudissant Dieu d'avoir pris mon petit frère. J'ai supplié et négocié, mais à la fin, cela n'a fait aucune différence. J'ai eu un gros trou en moi pendant longtemps, mais pour Benito, je pense qu'il est mort ce jour-là. Je ne me souviens pas beaucoup du reste de cet après-midi. Il faisait nuit quand le shérif est arrivé à la maison. Facundo était allongé sur la table. Je l'ai reçu avec ses adjoints à la porte. Benito était tranquillement assis à la table à côté du corps battu de Facundo. Je les ai laissés entrer dans la cuisine. Le shérif a parlé à Benito, exprimant ses respects et ainsi de suite. Je ne pense pas en avoir entendu un mot. Une fois que le shérif a vu le corps par lui-même, tout doute qu'il aurait pu avoir a disparu. Bientôt, il nous a laissés seuls pour pleurer. Mais le monde extérieur a continué à s'immiscer. Une nouvelle personne appelait chaque minute pour présenter ses condoléances. Certains des agriculteurs environnants se sont même présentés. Toute cette pitié devint rapidement suffocante. J'ai essayé d'être poli avec tout le monde, mais sans Benito pour m'aider, je me sentais dépassé. Finalement, j'ai juste commencé à demander aux gens de partir. La plupart d'entre eux ont compris. Finalement, il s'est calmé vers 10h30. Je me suis couché peu de temps après. Avant de le faire, j'ai passé la tête dans la cuisine et j'ai dit bonsoir à Benito. Il était en train de nettoyer le désordre sur le corps de Facundo. Il n'a pas pris la peine de répondre. J'ai brièvement envisagé de lui dire de laisser ça pour le salon funéraire, mais j'ai ensuite reconsidéré. C'était quelque chose que je devais faire, et je ne voulais pas l'enlever. Dans les jours précédant les funérailles, peu de choses ont été dites. Benito parlait, mais il souffrait clairement. Les choses se faisaient encore, mais je pense que c'était plus par habitude et nécessité que par désir. Quand le personnel funéraire est venu pour Facundo, je pouvais dire que Benito avait du mal à le laisser partir. Il a passé la journée dans sa chambre, parlant de temps en temps, je pense avec Facundo, même si moi et les employés ne craignions pas de prendre la charge. Personnellement, j'étais inquiet pour sa santé mentale. Pour moi, le travail et l'école étaient une bouée de sauvetage. Ils m'occupèrent l'esprit. Je savais que si je restais assis et réfléchissais à des choses toute la journée, j'aurais fini par me détendre en un rien de temps. À mon avis, Benito s'est laissé trop ressentir et trop vite. Quant aux funérailles, ce jour-là, je laisserai cela à votre imagination. Même aujourd'hui, quand je pense à la cérémonie et à toutes les choses merveilleuses que les gens ont dites, je m'effondre. Qu'il suffise de dire que Facundo était un jeune homme très aimé et qu'il était correctement enterré. Environ une semaine après les funérailles, nous avons reçu un appel de tante Bessie. La nouvelle de la mort de Facundo lui était parvenue, jusqu'en France. Je ne lui ai pas demandé comment il savait. Il a dit qu'il revenait en Amérique. Je ne la connaissais pas très bien, mais la nouvelle m'a fait un peu plaisir. J'ai mentionné mes inquiétudes au sujet de Benito. Elle a convenu qu'il semblait s'estomper. Nous avons passé du temps à échanger des histoires sur la ferme et nos endroits préférés. Juste avant de me laisser partir, il m'a donné ses informations de volume. J'ai promis que nous serions là pour la recevoir et nous avons raccroché. J'ai mentionné que Bessie retournait chez Benito et j'espérais qu'elle serait excitée. Au lieu de cela, il a simplement dit « c'est gentil » et est retourné à son journal. Nous avons rencontré Bessie la semaine suivante. Benito est venu me chercher à l'école sur le chemin de l'aéroport. Ce n'était rien comme je m'y attendais. J'avais vu des hippies aux infos, mais elle était différente. Bessie était la personnification même de l'amour libre, bien que vêtue à la meilleure mode parisienne. J'ai peut-être été un peu surpris par son style, mais Bessie était la personne la plus gentille. Nous nous sommes très bien entendus tout de suite. Une fois qu'elle a enfilé une tenue plus rurale, elle ressemblait à l'étrange Bessie que j'avais vue sur les photos. En dépit d'être une amoureuse dévouée de tout ce qui touche à la mode française, elle s'est immergée pleinement dans l'élevage ovin. Je devais me rappeler que j'avais grandi dans cette ferme. Bien qu'un peu rouillé, son expérience a été d'une grande aide. Le soir, il me parlait de l'Europe et de tous les changements incroyables qui se produisaient dans le monde. Il m'a époustouflé avec tout ce qu'il avait vu. Même après avoir vécu les 13 premières années de ma vie en ville, seules quelques années à la campagne m'avaient changé. De temps en temps, le sujet changeait pour Benito. Il s'est un peu amélioré, mais l'étincelle qu'il avait autrefois avait disparu. Bientôt, il a commencé à faire de longues promenades dans les collines. C'était un changement certain, mais nous l'avons considéré comme un bon. J'avais toujours considéré les collines comme l'église de Benoît. Il supposait que les promenades lui donnaient du temps pour lui, peut-être même pour pleurer. Je n'aurais certainement pas pensé moins à lui pour l'avoir fait. Les promenades ont continué pendant environ une semaine, jusqu'au jour où il n'est pas revenu. Je ne me suis pas inquiété tout de suite, il connaissait cette terre comme sa poche.
Il était aussi un bûcheron de haut niveau, donc passer la nuit dehors n'était pas grave. Mais même alors, les autres possibilités ont commencé à flotter dans ma tête. Il y avait toujours la possibilité qu'un ours l'ait attrapé. Mais je n'étais pas encore prêt pour ça. Nous lui avons donné jusqu'à midi, avant de commencer les recherches. Bessie et moi nous sommes séparés. Je n'ai pas eu à chercher dur quand les promenades ont commencé. J'ai toujours supposé que CE serait leur destination. Après tout, elle était la source de toute sa douleur. Ma crainte était qu'un animal l'ait attaqué avant que je puisse y arriver. Et plus je m'approchais, je pouvais dire que je n'avais pas été dépouillé par des charognards. À part le peu de sang sur sa tempe, il avait l'air de dormir. Pendant un moment, j'ai essayé de faire semblant, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était la première fois que je pleurais depuis que tout ce bordel a commencé. Je l'avais réprimé autant que repoussé, et quand ça a commencé, il a fallu beaucoup de temps pour l'arrêter. Pendant longtemps, je me suis assis sur un rocher en écoutant la rivière. Je n'étais pas encore prêt à le déplacer. C'était la première fois que j'avais la paix depuis des mois. Un peu avant 4 heures, Bessie apparut au-dessus de la colline dans la camionnette. Il a dû tout comprendre. Quelques larmes se sont accumulées au coin de ses yeux, mais en fait, voir le corps de son père ne l'a pas secoué autant qu'elle l'avait espéré. « J'espère qu'il est dans un endroit plus heureux maintenant », a-t-elle déclaré. « Il a l'air si calme appuyé contre cet arbre. » J'ai hoché la tête en accord silencieux. Elle poussa un grand soupir et suggéra de le déplacer avant la tombée de la nuit. Je l'ai pris par les épaules pour qu'elle ne se salisse pas. Nous l'avons chargé dans la boîte et avons commencé le long et mélancolique retour à la maison. Le personnel nous attendait à notre arrivée. Raphaël, ce vieil homme fatigué qui était avec Benito depuis plus de 20 ans, enleva son chapeau et le porta sur son cœur. Les autres le rejoignirent bientôt. Tout le monde a dit un petit au revoir et est rentré chez lui. Il nous a aidés à emmener Benito à la cuisine, où nous l'avons mis au lit. Je l'ai remercié et il est parti aussi. Je me suis assis à la table à côté du corps, tout comme Benito l'avait fait avec Facundo quelques mois auparavant. Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé avant l'arrivée du shérif. Bessie l'a pris et je l'ai présenté. Quelque chose dans son nom m'était familier. Je ne voulais pas paraître intrusive, mais je lui ai demandé le nom de son mari. « C'est Raphaël Hodges », a-t-il dit. Il n'y avait aucun moyen que le vieux Raphaël soit encore en vie, encore moins de travailler avec des moutons. « Je ne veux pas avoir l'air curieux, dis-je, mais son père s'appelait-il Raphaël aussi ?» La femme sourit et répondit par un simple « oui ». J'avais l'impression d'être à nouveau en 1969. J'ai expliqué que l'homme qui avait acheté la ferme était de la famille de Benito, que j'étais son petit-fils et que j'y avais vécu à la fin des années 60. Son visage s'est illuminé quand elle a entendu cela. « Le vieux Raphaël avait l'habitude de parler de vous tout le temps, a-t-il dit. Elle parlait de Benito, bien sûr. « Voulez-vous rencontrer mon mari ?» il a demandé. J'ai répondu accablé. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un lié à Benito serait encore là. J'ai dit oui, naturellement j'ai invité ma femme à nous rejoindre. Je les ai rapidement présentés et nous nous sommes tous dirigés vers cette immense grange. Un homme parlait à un autre qui ressemblait au vieux Raphaël, à l'exception de la bosse sur son dos. J'ai eu du mal à contrôler ma joie. La femme nous a présenté son mari. À la seconde où il a entendu mon nom, il est aussi venu à la vie. Un énorme sourire apparut sur son visage. « Oh mon Dieu, le vieil homme avait l'habitude de parler de toi tout le temps, a-t-il dit. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons cet endroit. Cependant, il y a eu des années où papa avait du mal à faire les paiements, mais sa tante lui a dit d'envoyer l'argent quand il le pouvait. Je savais qu'elle était décédée. Je veux juste que tu saches à quel point nous lui sommes reconnaissants. Le reste de la journée, il nous a emmenés faire un tour en VTT, nous montrant toutes les nouvelles façons de cultiver et tout ce que lui et son père avaient changé à la ferme. Environ 1 heure avant le crépuscule, nous nous sommes retrouvés près de la rivière. Il ressemblait à ce qu'il était quand il était enfant. Une expression inquiète traversa son visage. J'ai demandé si on pouvait vérifier. Il sourit et nous nous sommes garés non loin de l'endroit où Facundo était mort. Je me suis un peu éloigné pour prendre de l'eau et la savourer. C'était exactement comme je m'en souvenais. Et malgré toute la douleur, j'étais heureux d'être à nouveau à la maison. C'était à la fin des années 80, alors que je travaillais dans un magasin de semences et d'aliments dans le nord des États-Unis, et un jour, j'ai remarqué une annonce sur notre tableau communautaire. C'était pour un travail de gardien dans une ferme voisine. Cela a piqué ma curiosité,
Alors j'ai appelé. Il s'est avéré que le travail était temporaire, ce qui le rendait encore plus attrayant, car je souhaitais retourner en Floride depuis un certain temps, et le salaire plus élevé le rendrait possible, et plus tôt. Le numéro sur l'annonce appartenait aux enfants du propriétaire. Ils avaient besoin d'un soignant pour remplacer le père âgé qui avait subi un AVC le mois précédent, et il était prévu qu'il faudrait 6 à 9 mois, peut-être plus, pour se réadapter. Entre-temps, il vivrait dans un centre de réadaptation, alors il cherchait une personne seule ou un couple pour vivre à la ferme. Il n'y avait pas de cultures à planter ou à récolter, juste quelques chevaux qui nécessitaient des soins de base et de l'exercice autant que possible. J'ai fourni une courte liste de mes travaux précédents et quelques références. Ils ont promis de me recontacter bientôt et ont raccroché. Il a fallu presque une semaine avant que j'entende de nouveau parler d'eux. Ils voulaient me proposer le travail, naturellement je l'ai accepté et j'ai emménagé ce week-end. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, une modeste maison de 3 pièces et quelques grands bâtiments sur 125 acres. Ma journée consistait à nettoyer les écuries et à fournir de la nourriture et de l'eau fraîche aux chevaux. Après avoir terminé cela, quelques fois par semaine, j'en montais un et je me promenais dans la propriété. C'était tout avant le déjeuner. Par la suite, je m'occupais de quelques petites réparations qui devaient être effectuées. S'il n'y avait plus de travail, je m'allongeais sur le canapé devant la télé jusqu'au dîner. Dans l'ensemble, c'était un travail assez confortable par rapport aux autres emplois agricoles. Les enfants du propriétaire appelaient ou s'arrêtaient de temps en temps, mais j'avais surtout l'endroit pour moi. J'y étais depuis environ 7 mois, lorsque la préparation de mon déjeuner a été interrompue par un coup à la porte. J'ai répondu, et j'ai été accueilli par un groupe d'hommes en costume et veste du FBI. Ils m'ont remis des papiers et m'ont dit qu'ils avaient un mandat pour fouiller la propriété. Je ne savais pas quoi dire, alors je leur ai raconté les circonstances et que je devais appeler la famille du propriétaire. Ils semblaient un peu contrariés, mais ils comprenaient. J'ai appelé la famille et ils m'ont dit de les laisser faire leur travail et de rester à l'écart. Ils contacteraient son avocat et il s'en occuperait. Je leur ai dit que tout allait bien et je les ai laissés faire leur travail. Ils semblaient chercher quelque chose en particulier, car ils laissèrent la maison seule au lieu de fouiller les bâtiments. Un camion avec une remorque transportant une pelle rétrocaveuse s'est dirigé vers l'arrière de la propriété. Ils sont passés hors de ma vue et je suis retourné préparer mon déjeuner. Les voitures allaient et venaient pendant les prochaines heures. Je me suis endormi devant la télé. Plus tard dans la journée, j'ai été réveillé par une agitation à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une foule de camionnettes de presse et de caméras campant sur la pelouse avant. L'un d'eux m'a vu et a crié « Le voilà !» J'avais encore sommeil et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Un groupe de journalistes et de caméras se précipita vers la fenêtre. J'ai tiré les rideaux et suis rapidement retourné à ma place sur le canapé. J'ai feuilleté les chaînes jusqu'à ce que je vois la maison aux nouvelles. Au début, ce n'était pas clair ce qui se passait. J'ai essuyé le sommeil de mes yeux et augmenté le volume de l'écran. Un présentateur parlait à un autre homme au téléphone alors qu'il montrait des images de la ferme. L'homme au téléphone a mentionné un gars qui avait disparu il y a quelques années, un membre de la mafia prétendument. Ensuite, les images ont changé pour une vue aérienne du champ arrière. Un groupe des mêmes gars du FBI et des policiers d'État se tenait près de la pelleteuse. À côté du trou avait été creusé. Un hélicoptère a balayé le trou et nous avons vu 2 sacs noirs au sol. Pour quiconque les a déjà vus, c'étaient clairement des sacs mortuaires et semblaient avoir des corps à l'intérieur. Ma mâchoire devait ramper sur le sol, je pouvais sentir de la salive rouler sur mon menton et je l'ai essuyée. J'avais peur, pensant dans quoi diable m'étais-je embarqué. J'avais besoin de réponses et j'en avais besoin maintenant. J'ai rappelé la famille et leur ai dit ce qui se passait. Ils ont dit qu'ils étaient au courant, mais qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Ils n'étaient pas en danger légalement ou de toute autre manière. Ils m'ont dit de rester à la maison et de ne pas parler aux médias. Ils avaient déjà été avertis et je n'étais impliqué d'aucune façon et que je devais partir bientôt. Rien de tout cela ne m'a fait me sentir mieux, mais je ne pouvais pas faire grand-chose à l'époque. J'ai raccroché et je suis retourné regarder la couverture médiatique. Au fil des heures, l'histoire est devenue plus claire. Les corps appartenaient à 2 mafieux qui avaient disparu il y a quelques années. La partie la plus effrayante a été la révélation que le gentil vieil homme qui possédait la ferme était en fait un associé de longue date de la mafia. Tout le désordre avait été tordu en eux. Je me suis retourné au lit toute la nuit. Je ne pouvais pas décider d'arrêter ou de rester pour le reste du temps. Le monde du crime organisé m'était inconnu et je ne voulais pas y être impliqué. D'un autre côté,
C'était mon travail de rêve. J'avais été bien traité et je n'avais vu aucun signe d'activité criminelle. Alors même que je composais le téléphone ce matin-là, je ne savais pas trop ce que j'allais dire. Cependant, au moment où ils ont répondu, ma bouche a fait le choix pour moi. J'ai dit que j'appelais pour les informer que je donnais mon préavis d'1 semaine. Rien de plus long n'était hors de question. Bien que mon séjour à la ferme ait été merveilleux, les événements récents ont pesé lourdement sur mon esprit. C'est la fille du propriétaire qui a répondu. Il a essayé de me convaincre de ne pas abandonner, mais je suppose qu'il pouvait dire que j'avais peur et qu'il a rapidement cédé et m'a remercié d'avoir fait un excellent travail. J'ai brièvement ressenti un pincement au cœur, mais mon cerveau a repris le dessus. Je l'ai remercié et nous avons mis fin à l'appel. Et les médias étaient partis aussi. J'ai donc pu terminer ma semaine en paix. Les fédéraux ont dû obtenir tout ce dont ils avaient besoin le premier jour. Il n'y avait aucun signe d'eux après cela. J'ai conduit l'un des chevaux au cimetière le lendemain, principalement par curiosité. Le trou avait été comblé et à part quelques traces de pneus, la zone semblait normale. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je me suis vite désintéressé et je suis retourné aux écuries. Le matin où j'ai emménagé, les enfants du propriétaire sont arrivés pour me donner le reste de mon chèque de paie et me dire au revoir. Ils restèrent dans la maison jusqu'à ce qu'ils trouvent un remplaçant. J'ai recommandé quelques personnes et leur ai fourni leur numéro. Nous avons eu une petite conversation jusqu'à ce que je charge la dernière de mes affaires. Ils m'ont souhaité bonne chance et je suis parti. J'ai pointé mon camion vers le sud en direction de la Floride et je suis arrivé quelques jours plus tard. Et je suis là depuis. J'avais prévu de finir ici, mais j'ai réalisé que certains d'entre vous se demandèrent peut-être ce qui était arrivé à l'affaire. Eh bien, le fait est que je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je fasse des recherches avant d'écrire ceci. Il semble que rien ne se passerait avant longtemps. Les fédéraux avaient des suspects, mais personne ne parlait. Puis, juste après le début du nouveau millénaire, ils ont obtenu les témoins dont ils avaient besoin. Une multitude de gangsters impliqués ont été condamnés et mourront probablement en prison. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à la famille qui possédait la ferme. Le travail était super et j'ai été très bien traité, mais ça s'arrête là pour moi. Derrière des portes closes, ils étaient dans des choses très louches, des choses dans lesquelles je ne voulais pas être impliqué. Je suis un gars simple et ma vie a été géniale depuis. Je ne regrette pas d'avoir quitté cet endroit une seconde.